Salut les petits loups, alors aujourd'hui on va un petit peu rigoler, on va parler de la Furia, voilà, la Furia c'est un petit peu, donc comme ils le disent eux-mêmes, c'est un petit peu le Charlie Hebdo c'est un petit peu le Charlie Hebdo de la droite, voilà, alors c'est sous une forme de MOOC, hein, donc de livres, comment dire, de livres presque, voilà, de journal, mais de journal un peu livre en fait, voilà, c'est quelque chose d'assez épais. Un exemplaire qui est quand même au prix d'un livre. Alors, ben, comme moi, j'ai été un des contributeurs privilégiés, chers amis, j'ai la joie d'avoir mon nom, en fait, mon nom dedans. Attendez, voilà, il est là, il est là. Enfin, c'est vraiment de la balle, c'est vraiment de la balle. Voilà, bon, ça se voit pas à l'écran, on s'en bat les couilles. Mais voilà. Donc, du coup, on a de l'authentique. Voilà, c'était pas toujours simple d'avoir sa petite dose de Papacito, d'avoir sa petite dose de Laurent Oberton régulièrement. Voilà, il fallait se taper les livres en entier, etc. Et là, on sait que tous les 3 mois, on va voir la Furia. Et voilà, un numéro d'ailleurs, un numéro très très, enfin, assez. Moi, je trouve, j'ai bien rigolé, hein, j'ai bien rigolé en le lisant. Vous le savez, j'aime bien ça, j'aime bien ce renouveau un petit peu satirique, de la droite. Pourquoi? Ben parce que, voilà, moi j'étais un lecteur de Charlie Hebdo pendant très longtemps, et j'aime bien la satire globalement, j'aime bien rigoler, et la satire politique tout particulièrement. Et maintenant, ben, on le sait bien, en fait, la satire est devenue beaucoup plus une question une question, oui, de droite un petit peu. On va pas se le cacher. Alors après, qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche? Je pense en avoir déjà parlé dans de précédentes vidéos. Moi, je me suis jamais considéré comme spécialement à droite, mais bon, bah, en fait, c'est, enfin, comme voilà, comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que ce soit les Français qui soient droitisés. Je pense que ce sont les médias qui sont devenus gauchistes, et donc du coup, eh ben, aujourd'hui, la décence ordinaire, elle est à droite. Alors bien sûr, je sais que beaucoup de bonnes âmes me diront «Eh oui, mais moi, je veux être quelqu'un de bien, donc il faut que je sois de gauche». Ouais, bah dans ce cas-là, bon, achète quand même la Furia, tu liras dans ton coin, et puis tu diras, t'arriveras au dîner, tu diras que Zemmour c'est un gros enfoiré. Voilà, on va pas tergiverser. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. Si pour niquer tes gonzesses ou devant tes beaux-parents, t'as besoin de dire que en fait t'es de gauche, fais-le quoi. Tu vois, juste fais-le. Tu vois, et mais ça t'empêche pas d'acheter la Furia et de rigoler dans ton coin. Alors, bon, bah, c'est Marceau tient graphiquement toute cette revue. Alors bien sûr, il y a Oberton pour le fond, quoi. Laura Magnier qui fait le que je ne connaissais pas, mais qui fait le visiblement qui s'est occupé de tout le job. Alors, je vais faire une dernière. Voilà. Laura Magnier qui s'occupe, qui a fait, je crois, tout le job de rédac chef, que je ne connaissais pas à part ça, mais qui écrit plutôt bien. Il y a bien sûr Papacito qui fait voilà, des chroniques toujours plutôt drôles, même si on aimerait bien plus le voir dans vraiment des histoires à raconter plutôt que dans du moralisme. Mais bon, voilà. Après, en tant que comique, c'est quand même un très très bon comique satirique. Voilà, mais sur certains côtés, il est très digne de Laurent Gérard, de ce que Laurent Gérard avait pu faire il y a 20 ans, voilà, ou même il y a encore 10 ans. Enfin, le dernier spectacle de Laurent Gérard est assez drôle, et assez, voilà, mais moi, avec Papacito, on est plus sur de l'humour un peu plus, un humour populaire plus récent. Voilà. Donc, bon, bah, ça, c'est quand même une quatrième de couve digne de Charlie, hein. Je suis désolé. Voilà. Alors, bah oui, justement, prend le contre-pied, c'est pour qui la démocratie? Voilà, c'est le titre. Alors, bon, bah vous voyez, bon, il y a une mini-interview de Zemmour, bon, voilà, on en a eu beaucoup quand même. Papacito qui nous fait une parodie de Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon lui a créé du souci. Puis là, les principaux auteurs, et malheureusement pas Sardine Ruisseau. On espère pour un prochain numéro, voilà. C'est pour qui la démocratie avec voilà, alors le but de Charlie, enfin le but de Charlie, lapsus révélateur, le but de la Furia, c'était aussi de s'attaquer s'attaquer en fait au mythe républicain habituel.
C'est-à-dire qu'il faut aller voter, et puis en fait, on vote toujours pour les mêmes. De toute façon, même Onfray, qui me semble pas être un droitard de premier ordre, avait bien dit, bah, le loup, enfin depuis Maastricht, voilà, c'était Philippe Séguin qui avait dit, de droite ou de gauche, de toute façon, c'est toujours l'Union européenne qu'on vous vend. Voilà, donc jusqu'ici, rien de nouveau. Mais là, il se pose authentiquement des questions. Bah, après, le parti de la Furia, c'est un parti, c'est-à-dire de droite, à mon avis, deviendra la droite classique à partir de l'élection présidentielle, c'est-à-dire la droite zémourienne. Voilà, donc c'était à peu près... d'ailleurs, Zemmour lui-même est dans le... enfin, prétend, hein, après, vous en pensez ce que vous voulez, prétend être dans la continuité du RPR. Donc voilà, de ce qui était la droite classique au départ. Alors, beaucoup d'articles intéressants. Bon, ben après Julien Rochdy nous explique ce qu'il y a de droit, ce qu'il y a de droite. Bon, le début est assez classique, hein, c'est histoire de vraiment faire de donner le ton, quoi. Donc vous apprendrez pas grand chose au début. Voilà, il y a un article de Pénaud. Bon, l'article de Pénaud, c'est du Pénaud. Après, je sais pas si c'est Pénaud écrit bien. Pénaud écrit bien. Après, je sais pas si c'est bien de se vanter de son culture, mais bon, après, Pénaud fait un peu de deuxième degré, c'est pas mauvais. Il y a Elisabeth Lévy qui nous fait une petite présence. Moi, il me semble avoir déjà lu son texte ailleurs, mais c'est plutôt sympa de le lire. Le texte de Stéphane Edouard est pas mal, franchement, rétrospectivement, le texte de Stéphane Edouard, je le trouvais assez intéressant. Alors que, bon, j'ai un peu arrêté de regarder sa chaîne parce que je le trouvais, malheureusement, devenu un petit peu trop prétentieux. Et son texte est intéressant. Vraiment, voilà, moi, après, il faut qu'il arrête avec les allusions, et il fait trop d'allusions, en fait. Au bout d'un moment, c'est fatigant. Donc au début de l'article, c'est un peu lourd, et puis après, il se calme, mais bon, il est un petit peu trop... il est un peu trop allusif, et puis parfois, il fait des phrases un petit peu trop alambiquées. Voilà. Sinon, c'est certainement une des parties les plus intéressantes. Et je pense le centre un petit peu de l'ouvrage, et vous lirez, je pense, c'est la fenêtre d'Overton. Alors, la fenêtre d'Overton, c'est ce qu'on a le droit de dire, en fait. C'est la fenêtre c'est la fenêtre du discours toléré, en fait. C'est la fenêtre du discours toléré médiatiquement. Et donc Laurent Berton, on sait que c'est pas le nom, en fait je crois qu'il a choisi son nom, son pseudo pour ça, à cause de la fenêtre de Berton. Et dans la fenêtre de Berton, donc là sa chronique, c'est un peu voilà, la satire de la satire. À un moment, il y a un petit lexique qui, voilà, je pense, est le centre de l'ouvrage, vraiment le centre de l'ouvrage. C'est-à-dire que... et c'est très intéressant, parce que le point de vue de Berton, bon alors, sauf quand il nous fait il nous fait ses sermons caporalistes, pour reprendre son terme, là justement il est très, voilà, il est très intéressant. Alors après on est sur du zémorisme, hein, on n'est pas sur du, voilà, ils vont pas inciter à voter pour Jean-Luc Mélenchon, ça clairement, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur les élections en fait, et sur la démocratie. Eu égard à la vidéo que j'ai faite hier sur le tricage des élections des dernières élections présidentielles, il est très important de se poser la question, et surtout de se demander dans quelle mesure toujours voter pour l'Europe, c'est toujours voter pour les mêmes gens. Donc déjà, bon, après il y a aussi par rapport à Zemmour, eux, ils sont plus sur la phénoménologie, c'est-à-dire que je vis dans une réalité de banlieue qui est pourrie, donc déjà je veux que ça s'arrête. Donc ça, après, ça reste la base de l'électorat zemmourien. D'autre part, où je vis dans la campagne, je me fais emmerder par toutes sortes de racailles, donc ça, je veux que ça s'arrête. Ça, c'est la base de l'électorat zemmourien, c'est contre l'islamisation, contre la domestication du peuple, contre la violence, contre le discours médiatique, contre la délinquance, globalement. Donc
voilà, on est sur du cash. Après, on n'est pas sur des réflexions de sortie de l'Europe, comme il peut y avoir chez des souverainistes plus énervés du côté du souverainiste. Voilà, comme les trois partis dont on a l'habitude, les trois partis souverainistes dont on a l'habitude, maintenant quatre avec Kuzmanovic. Donc voilà. Donc bon, bah, voilà, franchement, moi j'ai bien rigolé. Il y a que pas mal de bons moments. Alors il y a cette phase, le roman photo où Papacito voilà, se grime en Mélenchon. Euh, c'est ouais, ouais, c'est très énervé, c'est très énervé, mais bon, c'est mignon. Franchement, moi je passe un bon moment. Euh, et après, voilà, il y a d'autres petites choses. Bien sûr, il y a du Marceau, bon, voilà, mais la fin réserve quelques surprises. Et ça, on aime bien parce que autant en fait tout le début du MOOC, en fait, est plus centré sur la ligne en fait que eux veulent adopter et qu'on connaît qui est la leur, qui était l'ancienne ligne de Ring en fait. Hein. Furia, c'est dans la continuité des éditions Ring. Éditions Ring qui ont arrêté en fait leur en fait de publier tous les éditeurs qui faisaient ce qu'elle était quoi. Il me semble que l'éditeur a eu quelques problèmes, donc il a juste décidé de s'en tenir à sa collection et de plus faire de promotion, donc de ne plus avoir de ne plus avoir des nouveaux livres en catalogue, etc. Donc la Furia, c'était histoire de continuer l'œuvre en fait de Sab Gramscienne, Antonio Gramsci, penseur de la droite, penseur communiste dans l'entre-deux-guerres, leader intellectuel du Parti communiste italien dans l'entre-deux-guerres. Donc, pour les plus jeunes, l'entre-deux-guerres, c'est entre 1918 et 1940. C'est certainement la période la plus intense et la plus importante de l'histoire, jusqu'ici. Donc là, c'est une période qui est importante à connaître. Si vos profs vous ont pas appris ce qu'était l'entre-deux-guerres, lisez là-dessus, c'est quand même très important. Et donc, Antonio Gramsci était un disciple de Trotsky, et donc toute son œuvre, ses carnets de prison analysent en fait le travail de Trotsky, qui est un travail de comment dire, de subversion, de révolution intellectuelle. En fait, d'abord, il dit en fait on ne gagne pas militairement. On ne fait pas la révolution militaire, c'est l'acte militaire de révolution, c'est le dernier acte, en fait. C'est juste la fin. C'est le cinquième acte, en fait. Avant, il faut, comme au théâtre, le cinquième acte au théâtre. En fait, avant, il faut avoir fait ce travail de sape culturel et intellectuel pour préparer les populations à cautionner le changement de régime, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait la gauche depuis 40 ans. En fait, il y a tout un travail de sape intellectuelle, même depuis 50 ans, depuis mai 68, tout un travail de sape intellectuelle pour instaurer en fait leur monde à eux. Sous Mitterrand, d'ailleurs, ils ont appelé ça changer la vie. En fait, c'était changer la France. Même, c'était dans une certaine mesure détruire la France. Bon, voilà. Ça dépend de vos points de vue. Toujours est-il que ce travail de sape, c'était justement le but d'Overton dès le départ, et il dit, mais en fait, et Gramsci est pas resté un auteur du point de vue des communistes, c'est-à-dire que la droite, depuis les années 70, a compris, a compris en fait que si elle voulait à nouveau l'emporter, il faudrait qu'elle entreprenne ce travail de sape, ce travail intellectuel, qui a été amorcé par la gauche bien avant. Parce que mai 68 n'arrive pas comme ça. Mai 68, il y a 20 ans, 30 ans derrière de travail de la population pour la rendre perméable à une certaine vision de la société. D'accord ? Donc, le monde dans lequel on vit a déjà été élaboré fin des années 40, début des années 50. D'accord ? Il s'est révélé dans les années 68. Il a commencé à exister politiquement à partir des années 80 et à être implémenté sérieusement dans les années 90, et sa victoire, malheureusement, a coïncidé avec l'effondrement économique depuis 2008. Donc,
Ça, c'est un continuum. Maintenant, la droite, elle, essaye de faire de la résistance, et c'est ce que fait Overton depuis qu'il a commencé à écrire. Voilà, c'est tout son travail, et son travail là-dessus est quand même plutôt intéressant. Donc j'en avais déjà parlé précédemment. Ça, c'est en gros la première partie de l'ouvrage, et ça c'est destiné à évoluer au fur et à mesure aussi au fur et à mesure de, comment dire, au fur et à mesure de l'actualité. Voilà, parce que là, c'était une revue un petit peu manifeste, quoi. Après, voilà, on a quelques autres, comment dire, voilà, on a un peu d'autres voix, donc ça c'est intéressant. Surtout Patrick Hudlin. Alors bon, il y a deux trois trucs sur lesquels il m'a fait tiquer parce que j'ai pas forcément les mêmes avis que lui sur le rock, ça c'est sûr, mais son article est très très bon. Voilà, son article est vraiment magistral. Je trouve qu'il a fait un article magistral pour cette revue, et puis il se mouille un petit peu parce que aujourd'hui, bon, être publié chez Papacito Marceau et consorts, et Overton, et Laurent Magnier, c'est prendre des risques culturellement parlant, hein. C'est quand même se mettre en minorité, c'est quand même prendre le risque par exemple, de ne plus jamais passer à la télévision. Donc il se mouille un petit peu. Et j'ai trouvé pas mal. L'article d'Arnaud Flora que j'ai pas trop aimé. Voilà, j'ai pas trop aimé. Je veux pas m'étendre là-dessus. Je suis à peu près, je suis pas d'accord sur grand-chose. Après le reste c'est plutôt mignon, et je trouve qu'ils s'en sont, voilà, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Ils montrent que au-delà d'un aspect parfois un peu bourrin, ils aiment bien rigoler, ils peuvent être un peu légers, et c'est quand même assez marrant. Donc, si vous n'avez pas eu le premier, je crois que vous aurez du mal à le trouver chez votre marchand de journaux, hein, très honnêtement. Euh, Très honnêtement, ça va être assez difficile. Je doute, c'est que, en plus, vous savez, la couleur jaune, c'est la couleur des cocus et des réprouvés, donc c'est pas forcément la couleur la plus vendeuse. Vous aurez noté le style très Gottlieb de Furaya. Voilà, Gottlieb était voilà, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas non plus, Gottlieb était un des très très grands de la BD française des années 70, certainement un des plus grands auteurs de BD avec Goscinny, avec Astérix et compagnie, et Valérian, voilà, c'était les très grands. D'ailleurs, Mézières vient de mourir. C'était c'était vraiment les très très grands de la BD française, mais bon, après voilà, il va être plutôt un esprit un petit peu de gauche, un petit peu libertaire, et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a un esprit que je trouve libertaire de droite. Voilà. Il faut reprendre sa liberté, il faut pouvoir vivre un peu comme on l'entend, il faut envoyer chier l'État. Et donc, du coup aussi, on a Papacito qui salue Maxime Blasco, qui était un serviteur de l'État émérite. Au sens à l'ancienne du terme, et voilà. Mais ça n'empêche pas aussi une certaine, voilà, malgré les choses parfois un peu martiales de Papacito, ça n'empêche pas un esprit assez libertaire, qui est pas mal soutenu par notre cher Laurent Obertin. Donc, un petit vent de fraîcheur quand même sur l'édition française. Alors, c'est vrai que Charlie Hebdo, ils ont pris des risques parce qu'on sait comment a fini la rédaction de Charlie Hebdo. Enfin, c'est indéniable que après les attentats, malheureusement, Charlie Hebdo a surtout été un cadavre à la dérive. Riss, bon, c'était un auteur qui est très très talentueux, mais qui malheureusement a toujours été radical, et voilà, ceux qui tenaient vraiment la ligne de Charlie, c'était Charb. C'était Charb qui était l'âme de Charlie, et qui avait un discours républicain, anticlérical surtout, et en fait très rigoureux sur les libertés. Et c'était le cas de la plupart des gens de Charlie Hebdo, et puis ils ont été défoncés euh, par les islamistes, voilà, et on pourra toujours se poser la question pourquoi l'État
a pu laisser faire ça. Comment même ça, une telle chose a été possible. Mais bon, Charlie Hebdo a longtemps eu des problèmes. Mais du coup, on se demande pourquoi. Depuis lors, ça faisait 5, 6, voilà, ça faisait des années qu'on n'avait pas trop le droit de dire ce qu'on pensait. Alors bon, et grâce à la Furia, ça revient un petit peu, même si voilà, c'est dans un esprit un petit peu révolté. C'est vrai que l'ami Papacito a eu un accident juste avant la publication de la Furia. Donc voilà, enfin. Ouais, je veux pas sauter des causes, donc on sait enfin voilà, trop surestimer de ce qui peut se passer. C'est vrai que la voiture de Papacito était particulièrement pourrie, et d'ailleurs il avait fait une espèce de cotisation pour que, bah oui, pour qu'on lui en repaye une, voilà. Après, je trouvais que le goodie était pas fou, mais bon, bah, enfin, à ce moment-là, j'avais pas trop à mettre là-dedans, donc qu'il me pardonne. Mais du coup, c'est vrai que peut-être que la Furia énerve. Peut-être que la Furia énerve et peut-être que cet esprit libertaire a toujours servi à déranger le pouvoir, hein. Ça a toujours été un esprit de subversion. Et d'ailleurs, on se souvient que après 81, Charlie Hebdo, en fait, qui a vu ses idéaux être récupérés en fait par le président lui-même, qui pendant 2 ans a mené une politique plus ou moins de gauche, enfin surtout laxiste. Et, Charlie Hebdo est tombé en faillite. La première mouture a été obligé de s'arrêter. Ils avaient fait une grande tribune. Allez vous faire enculer, en fait. Je crois que c'était ça. Non, c'était le titre. C'était allez vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Et ben voilà, cet esprit revient, et cet esprit est aujourd'hui un peu plus à droite. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un public que ça saura convaincre, surtout au moment où Anne Hidalgo enfin, ne remplit pas des salles, où les salles d'Anne Hidalgo sont à 100% vides. Au moment où, ouais, quand elle fait un meeting, au moment où Joe Biden euh, dit qu'il va se présenter, il va se présenter au Sénat, il va présenter sa candidature au Sénat parce qu'il se souvient même plus qu'il est président des États-Unis, et pourtant il essaye de nous emmener à toute force dans une guerre contre la Russie. Donc voilà, il est temps un peu d'arrêter avec les conneries et d'essayer de récupérer un peu de bon sens, un peu de joie voilà, et un peu de rigoler aussi aux dépens de tous ceux qui voudraient que euh, euh, voilà, tous ceux qui n'aiment pas qu'on suive une autre route que quoi, comme disait la chanson de Georges Brassens. Je vous embrasse, bye.